Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, accompagné d'Alexandre et encore une fois avec des invités de prestige, je dirais, qu'on va laisser s'introduire tout à l'heure. Mais avant toute chose, la question qu'on pose à chaque fois d'habitude avec Alexandre. Alex, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Bon, on s'est eu il n'y a pas longtemps, mais c'est quoi un peu tes news du moment? Écoute, ça va très bien. J'ai eu la chance de prendre un peu de vacances là en février. Je suis parti au ski. Et on a eu un super temps aussi maintenant dans le sud. Donc là, c'est cool, ça revient. Toujours dans les projets fabriques, notamment là sur un client en particulier. Et on s'expose à des limitations de puissance. Donc c'est marrant, on parlait des licences la dernière fois dans le précédent épisode. Ça prend tout son sens à ce niveau-là. Donc écoute, je suis dedans, toujours dedans sur Fabric. Et toi? Comment ça se déroule? Ben écoute, l'actualité est très chargée aussi, hein. On commence à avoir de plus en plus d'engouement autour de notre podcast, donc on a pas mal d'invités qui arrivent. Cet épisode en est la preuve et on continue de s'impliquer dans la communauté avec des lives, avec mon blog, etc. Donc le planning est très chargé en plus de notre travail au quotidien, donc c'est stimulant mais un peu prenant. Voilà. Aujourd'hui, Alexandre, on a la chance de recevoir Romain et Frédéric, tous deux. Alors, c'est simple, pour une fois, tous deux, ils sont Cloud Solution Architect chez Microsoft. Donc, pas besoin de dire deux noms de postes compliqués. Ils sont en plus de ça les co-auteurs du deuxième livre, ou l'un des premiers livres en tout cas, sur Microsoft Fabric, de l'analyse à la mise en place d'une plateforme data. Je ne sais plus le nom exact, mais on le reverra juste après. On va les laisser s'introduire. Romain, je sais que tu devais commencer. Qui tu es? D'où tu viens? Raconte-nous. Alors, bonjour et merci de nous inviter sur ce podcast. Donc, je suis Romain Castérez, je suis en effet Cloud Solution Architect chez Microsoft, mais au sein de la CSU. Fred vous parlera un peu de son titre, c'est un peu différent, il est dans une autre entité, mais avec le même titre en effet de CSA. Donc, moi, je suis dans l'entité Customer Success Unit France, avec le rôle principal de la CSU, c'est d'aider nos clients à tirer le meilleur parti de leur investissement dans l'utilisation de nos services cloud. Donc à ce titre, j'aide nos clients dans l'utilisation de nos services data et AI et je passe pas mal de temps à promouvoir le bon usage aujourd'hui de Microsoft Fabric. Alors, j'ai la chance de travailler dans des sujets sur la migration aujourd'hui de capacités premium, sur l'achat de réservations, sur du FinOps, d'optimisation, et j'ai la chance aussi, ou pas, vous allez me dire, de travailler avec des grands groupes français qui consomment finalement, je pense, le plus de capacity fabrique aujourd'hui. Donc j'ai une visibilité sur les limites du service, sur les problématiques que rencontrent nos clients. Bon, y en a certains, vous le pensez bien. Mais bon, le service est très très bien et fonctionne très très bien, on en reparlera. Alors j'habite en Bretagne et vous voyez, il y a du soleil en Bretagne. Et oui, c'est pas fictif, là, c'est vraiment vrai aujourd'hui. T'es sûr, hein, Euh, c'est pas une ouais, fake view ça a que t'as peut-être changé. allumée. D'ici la fin de l'enregistrement, il pleuvra peut-être, Ouais. mais en tout cas, là, il fait beau. Donc à côté de ça, je suis passionné de musique. Vous voyez, il y a pas mal d'instruments derrière moi, même si je sais pas tous y jouer. J'aime les nouvelles technologies, les voyages et bien évidemment la data. Alors j'étais MVP. Quand on rentre chez Microsoft, on perd le titre de MVP. Mais ça fait à peu près 15 ans dans l'expérience dans le domaine de la data. J'ai fait 3 ans chez Devoteam, 3 ans chez Decube. Et puis je rejoins Microsoft. J'avais rédigé un livre blanc puisque je participais au GUS, le groupe utilisateur SQL Server, avec Jean-Pierre, Mhm. qui est aussi un autre rédacteur du livre. Donc au quotidien, j'aime résoudre les défis en exploitant la valeur des données. J'aime apprendre et partager. Ma devise, c'est Learn and Share. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai participé à la co-rédaction de ce livre. C'est une des raisons qui m'a motivé, hein, puisque je partage aussi mes connaissances sur mon blog pulseweb.fr depuis Mhm. quelques années et sur notre chaîne Data Chouette.
dans lequel Enzo, tu es déjà intervenu, Alexandre, Tout à fait. t'attends. Euh, J'arrive. Super. Et bon, donc notre chouette, c'est avant tout pour proposer un environnement sur lequel nos collègues CSA peuvent présenter leurs connaissances sur des sujets spécifiques. Mais voilà, aujourd'hui, on offre aussi à d'autres personnes le fait de pouvoir participer. Et je suis un fervent défenseur des bonnes pratiques de développement, de déploiement. Donc j'aime les sujets autour du DataOps, du FinOps, sur lequel j'ai pas mal présenté dans des user groups en France, mais aussi en Suède. L'usage frugal de nos technologies, et notamment avec le FinOps, un des derniers articles que j'ai écrit. Donc voilà, je suis ravi de participer à ce House of Fabric. Après, je crois, Amar, après notre CTO bien-aimé Eric, Mm. Que je souhaite d'ailleurs remercier avant de finir, hein, puisqu'il a gentiment fait de la publicité pour notre livre lors de son passage sur votre Ouais, podcast. il avait même le livre sur la table et tout était prêt, donc ouais. Voilà, il est prêt. Trop bien, ouais. Un beau parcours du coup, et surtout une belle présence dans la communauté aussi. Donc, d'ailleurs, avant de laisser Frédéric se présenter, vous avez un titre, vous, au sein de Microsoft, quand vous êtes engagé dans la communauté. J'ai cru voir passer un truc où des fois, c'est pas un titre, mais plutôt une petite reconnaissance, un petit. Je suis pas sûr, vous avez pas un petit truc qui vous fait dire vous êtes hyper engagé sur la communauté, on vous remercie. Ah, t'as eu un badge gold, Frédéric, récemment. Même Ouais, platinum. mais pas vraiment de, voilà, il n'y a pas de titre, il y a pas de titre dédié ou ce genre de choses, quoi. Non, non, il y a pas le pendant du MVP ou le pendant de tout ce qu'on fait pour la communauté. Non, il y a pas en même temps. On a plein de badges chez Microsoft, tu vois. On va pas Ça. nous en rajouter. On a déjà assez de, hein, ça Mais nous fait des c'est signatures comme ça après. c'est ça. Mais ça trop, pourrait quoi. être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ouais. Bah, du coup, Frédéric, on te laisse te présenter. Ouais, bah Frédéric Gisbert, bah ravi d'être là aussi, hein, tout comme Romain. Je vais peut-être faire un peu plus court, Romain. Hein, bah moi en fait moi je suis Cloud Solution Architect aussi comme Romain. Par contre moi je suis dans la division partenaire. Voilà, donc ça fait quelques années que je suis dans la division partenaire et mon rôle c'est d'accompagner les partenaires avec leurs clients sur l'adoption des services cloud, data, IA, aussi bien des partenaires services que des ISV, que des startups. Donc c'est quand même assez large. On n'est pas dédié en fait à certains partenaires, on couvre vraiment tous les partenaires. Donc ce qui aura un peu les conversations super intéressantes et les types de projets qu'on peut réaliser divers et variés. Et personnellement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la data, ça fait 17 ans que je suis chez Microsoft maintenant. Donc, je suis passé par Microsoft Service, MCS, hein, pour les plus anciens, l'école de Microsoft. D'ailleurs, Romain a fait un passage aussi chez Professional Services, chez Premier, si je me souviens bien. En effet. Donc En tant que PFE. la meilleure école de Microsoft, hein, je peux dire. Après, j'ai rejoint aussi la CSU, hein, comme Romain, pendant 5 ans. Et là, j'ai atterri, tu vois, 5 ans dans la division partenaire. Donc, passionné de data. Hein. Donc, moi, depuis SQL Server 7, je baigne dedans. Donc, fervent défenseur d'Analysis Services. Ceux qui me connaissent, voilà, savent la passion que j'ai pour ce produit qui a énormément évolué et dont on retrouve des parties dans Fabric. Hein. On va pas aller gratter, mais de grosses parties sont dans Fabric aujourd'hui. Puis voilà, sinon passionné de sport, de photographie. Et puis, voilà, je refais un coucou à Eric, notre cher CTO, qui loupe pas une occasion de mettre en avant ce que l'on fait, de mettre en avant notre livre, de mettre en avant notre passion pour la data. Donc, merci à lui. Et puis, je suis bien content d'être là. Et puis, on va partager sur tout ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Yes. Trop bien. Trop bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet évidemment Fabric, mais on va parler aussi de qu'est-ce qu'il y a dans Fabric et des mots aussi qu'on entend parler. Et c'est les différentes dimensions. On va parler d'IA, on va parler de temps réel, on va parler d'architecture, de sécurité. C'est quoi un peu du coup tout cet environnement aujourd'hui qui gravite? Comment vous pouvez un peu en parler juste pour introduire le sujet? Romain, tu te lances ou je me lance? Vas-y. Ok. En fait, aujourd'hui, Fabric, c'est vraiment un environnement, c'est vraiment la nouvelle plateforme analytique, mais c'est ce qui est sympa, c'est qu'elle n'est pas juste analytique. Tu vois, c'est un peu tout le champ des possibles est ouvert pour l'utilisateur ou pour le client sur la data. Et c'est vraiment la volonté de Microsoft, c'est de mettre une plateforme et la promesse derrière, c'est de devoir et de pouvoir tout faire
avec cette plateforme. Alors comme tu dis, hein, le spectre est super large et va du transactionnel, le nivellement, le transactionnel vers le warehouse lakehouse, en passant par les bases de données time series, en étendant tout ça au machine learning, deep learning, IA. Vraiment, c'est la nouvelle promesse de MS. Tu vois, on se renferme plus sur des services qui, hélas, n'ont pas eu trop de succès, par exemple comme Synapse, où on était vraiment sur le warehouse et après on a essayé de l'étendre, mais c'était pas la bonne plateforme. Après, on a des super technologies dans le transactionnel pur, mais c'est vrai qu'on s'étend pas au monde Spark, etc. Donc là, on a vraiment voulu tout réunir dans la plateforme, essayer de simplifier aussi sa mise à disposition. Alors, il y a encore des choses à faire, hein. Et je pense qu'on en parlera aussi sur le FinOps, comment c'est facturé, etc. Mais voilà, c'est vraiment la promesse Microsoft. Et je rajouterai à ça, après le multimoteur et les multifonctionnalités, c'est euh, d'essayer de le positionner comme un hub dans l'entreprise. Tu vois, cette plateforme positionnée comme un hub et d'éviter au maximum le compete. Tu vois. Et je dirais que le mot à retenir, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a envie d'être interopérable avec le plus grand nombre d'éditeurs, le plus grand nombre de technos, pour justement avoir des ramifications sur la plateforme Fabric et permettre la consommation simplifiée de données, tu vois, dans Fabric. C'est un peu ça l'ADN de la plateforme. Ok, très clair. Bah, j'aime bien cette question, justement, c'est assez ouvert et ça permet aussi de voir un peu comment vous le présentez. J'aime Ouais. bien dire à Alex aussi, j'adore voir comment les gens ont leur manière de présenter Fabric, de l'aborder. Et je trouve ça super intéressant cette approche-là d'interopérabilité qu'on met pas trop souvent en avant et qui est Mm. pourtant, moi je dis que c'est une plateforme ouverte et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, hein. On le voit avec les partenariats, avec Snowflake notamment, pour ne citer que. Exactement. Ça prouve aussi qu'on évite d'avoir des plateformes qui soient renfermées et je trouve que c'est aussi un aspect rassurant pour les clients de se dire on n'est pas enfermé dans une technologie qui va nous empêcher d'aller voir ailleurs ou d'aller autre part. Aujourd'hui, j'aime bien dire aussi que Fabric, derrière toutes les données, c'est du Parquet et du Data Lake, qui sont des formats open source. Donc en soi, tout le monde sait interpréter. Et demain, on en a marre de Fabric, je ne le souhaite pas, hein, mais on peut les voir ailleurs. Parce qu'il y a cette migration-là simpliste et on n'est pas enfermé sur une extension ou un format qui est propre à l'éditeur. Un bon Et exemple, c'est ouais. avec l'ouverture aujourd'hui dans le OneLake des fichiers iceberg. On va pouvoir les Oui, lire aussi. maintenant depuis le OneLake. Donc voilà, Mm-mm. on s'ouvre vraiment au monde. Complètement. Et du coup, tout ça, ça vous mène à écrire un livre, justement. Donc, Et vous oui. vous n'êtes pas les premiers, mais moi, j'aime bien dire qu'on a la chance dans la communauté FR d'avoir 2 livres en français, ce qui est, je trouve, assez exceptionnel parce que Fabrique, in fine, en GA, ça a tout juste un peu plus de 1 an. Donc c'est quand même assez magnifique. C'est aussi, je trouve, pour ma part, un risque parce que la plateforme, elle évolue tellement vite que, alors, pas que votre livre va être caduque au bout de 6 mois, mais il y a plein de choses à mettre à jour en permanence, hein. On Mhm. a reçu Charles-Henri, Marie Aubert et Mathieu Roy, justement, sur ce sujet. Et on se disait toujours, putain, mais c'est se dire à chaque fois cette veille qu'on fait nous tous au quotidien, vous, elle est encore elle est encore plus grande pour ce livre-là. Donc, la question elle va être assez ouverte, hein, et on a discuté. Mais vous, aujourd'hui, pourquoi vous avez coécrit ce livre? Donc, faut le noter, il y a Émilie Beau, Jean-Pierre Reil aussi, et Christopher de mémoire C'est En qui ont ça. effet, ouais. été, voilà, Mm. qui ont été sur l'écriture de ce livre. Mais vous, voilà, Romain, Frédéric, pourquoi tout simplement l'écriture de ce livre? Christopher Mameux, je crois, qui est à l'origine de l'initiative de nous Oui. regrouper pour la rédaction de ce livre. Mhm. Après, l'envie de partager moi mes connaissances, l'envie aussi quand on apprend et qu'on souhaite partager, on apprend. Mhm. Et puis avec une team comme ça, je ne pouvais qu'apprendre. On s'est réparti les chapitres un peu rapidement, donc chacun a pu progresser en deep dive sur ces différentes parties. Moi, j'ai pris le layout, j'ai pris la sécurité, j'ai pris le sémantique model, et je pensais avoir déjà pas mal de connaissances sur le sémantique model, mais j'ai quand même appris. J'ai quand Mhm. même appris parce que finalement, il y a des nouvelles choses qui arrivent avec Fabric, le direct lake, la sécurité aussi un peu plus fine. Bref, finalement, ça m'a permis d'approfondir des sujets et de mieux savoir les partager. Alors certes, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, ça évolue rapidement. Donc on est obligé dans notre métier de toute façon de se tenir à jour, hein. Donc la problématique là, c'est qu'une fois qu'il est imprimé, comment on met à jour?
On a l'idée d'en faire d'ailleurs une version anglaise et espagnole. Donc on est dans le sujet des traductions. Se pose ce sujet de rajouter des updates par rapport à ce qu'on a écrit, parce que certes le gros du travail reste vrai, mais il y a des petites choses qui évoluent et qu'on doit rajouter dans différentes traductions là qu'on est en train de rédiger. Ok. Donc Christopher, c'est un peu le Nick Fury des Avengers. Hein. Il a réuni les meilleurs profils qu'il connaissait et il en a fait une équipe pour le livre. Ouais, c'est ça. Et puis il a été chercher un peu dans chacune des divisions. Donc on a un peu tous notre point de vue, tu vois. Du coup, Romain, elle est CSU maintenant. Émilie, elle était au MTC, mais maintenant elle est plutôt à l'Astio, Enterprise Commercial comme avant-vente. Après, moi, je suis dans la division partenaire. Donc tu vois, encore une autre vision. Et puis on a été chercher, enfin, avec Jean-Pierre, on a aussi le côté partenaire pur, tu vois, et le côté MVP qui a été adossé à ça. Donc chacun a son background, chacun vraiment a, et puis a surtout un background éprouvé sur la data. C'est pas des personnes qui ont découvert la data il y a 2-3 ans, donc c'est vraiment super éprouvé. Et on a eu cette volonté de faire quelque chose pour la communauté. Tu vois, c'est super rare en fait les ressources en français. C'est toujours des choses qui ont été traduites de l'anglais vers le français. Donc là, vous avez vraiment notre jus de cerveau directement en langue française. Et donc ça, c'est super appréciable parce que les tourneurs de phrases, même des choses assez complexes, tu vois, comme disait Romain, on s'est partagé un peu les chapitres. Moi, j'ai eu l'architecture, l'IA, le temps réel, tout ce qui est aussi FinOps, tu vois, tout ça a été fait. Et je t'avoue que par exemple, toute la partie FinOps est expliquée comment fonctionne une capacité fabrique. Quand tu le lis en anglais, le bursting, smoothing, throttling, machin, etc. Et quand tu as une explication claire en français, c'est pas pareil. Tu vois, Complètement. voilà, c'est pas pareil. Et on a eu la chance de présenter le livre à des événements Microsoft et on a été applaudi pour la langue française parce que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui publient en langue française. Alors très clairement, on va pas devenir riche avec un livre technique publié en langue française, tu vois. C'est ça, c'est encore c'est le revers de ça, mais c'est la passion qui nous fait avancer. Et puis pareil, hein, j'ai découvert plein de choses. Tu vois, je pensais avoir connaître plein de choses et j'ai découvert plein de choses. Et ce qui était super sympa, c'est qu'on s'est relu aussi les chapitres entre nous, tu vois. Et donc ça, c'est top parce qu'on a encore appris au travers des autres et c'est principal. Et honnêtement, le livre fait, je crois, presque 800 pages, 780 pages, je crois. Et on s'est stoppé. On nous a limité. On nous a limité. On savait pas si ça allait passer les 780 pages pour le coup, parce qu'on était au-delà de la limite, voilà. Et Christopher nous disait que la limite, c'était la limite physique de la machine pour imprimer le livre. D'accord, ok. On en est là, quoi. et donc du coup, on savait pas si ça allait passer. C'est passé. Et je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin parce que j'ai croisé un livre du même éditeur. Je crois que c'était sur Kubernetes, qui était encore plus gros que le nôtre, donc on aurait pu aller plus loin. Mais voilà, on avait encore des choses à lire. Et c'est vrai que ça reste aussi un challenge sur la mise à jour. Et là, je suis d'accord avec toi. On a déjà des choses, tu vois, on a un pipe de choses à mettre à jour, donc c'est bien parce qu'on le maintient derrière. On est en train de voir comment on va pouvoir mettre à jour la version PDF, parce que tu sais, quand tu prends le livre, tu as une version PDF qui est offerte avec le livre, et on va voir si on peut, tu vois, au moins garder la version PDF synchro avant de sortir une seconde édition en version papier. Et après, les versions espagnoles arrivent, les versions anglaises arrivent, et donc toutes celles-là vont être mises à jour au fil de l'eau. On a une newsletter. Ouais, une newsletter. Et vous avez une version de démat aussi ou pas? En Et mode Kindle. Non, en fait, on a une version PDF qui est adossée au livre. Parce que ça, c'est propre aux éditions ENI, mais on n'a pas de version démat au sens j'achète que la démat, tu vois, et je l'ai sur la version Kindle. Ça viendra peut-être avec la version espagnole ou anglaise. Exactement. La version anglaise, on va être avec un autre éditeur, tu vois, à voir. On est en discussion et à voir comment ça va atterrir. Ok, super. Et du coup, le livre, il va s'adresser plutôt à quel type de personnes? Plutôt débutants, plutôt experts? Alors, c'est ce qui est sympa dans le livre, c'est que à un moment donné, on avait organisé tous nos chapitres, les uns après les autres. Je crois qu'il y a 16 chapitres, je sais plus. Puis après, on a pris un peu de recul, on s'est dit, oh ouais, mais là, des fois, le premier chapitre, un peu introduction ou je sais pas quoi, et le deuxième chapitre, putain, on est déjà dans le dur, quoi. Donc on a, tu vois, de repackager tout ça, et tu vas avoir la première partie de livre qui va te permettre de rentrer dans Fabric d'une façon assez smooth, tu vois,
Ok. Je dirais débutant intermédiaire. Tu vois, que tu vas commencer à arriver dans la plateforme. Et la deuxième partie du livre, là, tu rentres dans le dur. C'est-à-dire que là, on a des chapitres qui sont très deep dive sur certains sujets et qui va Ok. te permettre d'aller plus loin sur ces sujets. Ok, clair. Donc, ouais, Ouais, quelqu'un avec un petit peu d'expérience, on va dire, peut très bien commencer sur ce livre et arriver complètement. à un super niveau à la fin du livre. Ouais, tout le monde y trouvera quelque chose parce que Ok. on a des sujets même sur les tests de charge et autres où on va vraiment très très deep dive. Les sujets sur les sémantiques modèles ou pareil sur le Lakehouse, on va aussi sur assez deep dive. Donc Hmm. ouais, c'est assez plaisant. Je pense que voilà, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même très avancé, vous trouverez votre compte dans le livre. Je vous garantis Pour pas que vous allez lire réviser les 800 le pages, mais passage de vos certifications, c'est aussi un bon outil. Ouais. ouais. Et pour la Ouais. DP700 aussi, je présume, du coup? Ça Ah aide. En effet. on l'avait pas fait pour ça à la base, mais honnêtement pour la DP700, c'est top parce que la DP700 est vraiment centrée sur le data engineering, donc Mhm. les transformations Spark, le temps réel, etc. Honnêtement, vous avez toutes les infos dans le livre. C'est Mm. vraiment top pour ça, Bah, quoi. justement, on a fait un live hier avec un de mes consultants, Bastien Durand. On a fait un live communautaire sur la DP700. Il a passé, il a réussi haut la main. Ouais. Et voilà, en effet, ce qu'il mettait en avant, c'est la partie KQL, PySpark, etc., qui est Mm. hyper challengée et qui est vraiment, comme tu l'as dit, Frédéric, vraiment purement data eng. Donc, un Ouais. profil qui n'a fait que du Power BI modèle sémantique, s'il n'a pas un minimum de préparation, ne serait-ce même que des concepts Mm. ETL, ELT, ça sert à rien de la passer. Donc, Ah ouais, Oui, je me complètement. souviens des questions sur le Mm. OneLeg par rapport au cache de shortcut. Est-ce que tu as du cache pour des données qui sont sur un S3 et quelle est leur taille? Mm. Voilà, il y a des questions comme ça qui sont Ouais. assez Ou costauds. sur, En effet, que si tu connais ouais. que Power BI, ça va pas passer. mm, Ouais, ou sur les fenêtres aussi de temps réel, quand on capture des événements en temps réel dans la brique temps réel, suivant les fenêtres temporelles, ben, comment réagit en fait la sortie, quoi. Ça c'est pareil. mm. Si tu as fait du Power BI, jamais tu trouves la Ah oui, solution. oui, et même Mm. Bastien, on a fait une sorte de Q&A à la fin où on faisait un petit quiz en mode en conditions réelles. Et une des Mm. questions, c'était par défaut, les données, je ne sais plus, du KQL sont pas stockées dans le OneLake. Si on active la synchronisation avec le OneLake, est-ce que les données elles sont remontées ou il y a que l'historique ou c'est que les nouvelles données? Et il me Mm. disait en fait cette question-là, en fait, si tu as pas lu la petite ligne dans la doc Microsoft et que tu t'es pas intéressé au sujet, tu sais pas la réponse. Tu sais pas la Ouais, c'est réponse. ça. Donc Ouais, c'est clair. C'est clair. voilà. Alors aujourd'hui, il y a le Microsoft Learn quand on Oui, Mm. passe la certification. Mais moi, j'ai un conseil, et honnêtement, un conseil pour tous, hein, euh, passez pas trop de temps sur le Microsoft Learn non plus. Parce que le temps que vous allez mettre à chercher et à potentiellement pas trouver, le ou le contrôle quart d'heure, F n'existe pas. voilà, et le quart d'heure pour trouver la réponse à une question, bah, vous avez perdu un quart d'heure sur les 3 heures de Elle est longue. certification. Ah oui. Donc il faut faire vraiment attention et peut-être marquer les questions sur lesquelles vous ferez une recherche sur le Learn pour la fin et revenir après et se réassurer en faisant le search sur le Learn, mais c'est pas la première chose à faire, très clairement. Ok, Hmm. top. Super. Je crois que la prochaine question était pour moi, Alex, hein, de mémoire. Et Ouais. moi, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on passe. En fait, vous avez dit que vous avez eu chacun une partie plus ou moins de Mm. fabrique à rédiger. De mémoire, Romain, tu avais aussi, ça tenait à cœur la partie real time, ou c'était toi, Frédéric, je ne sais plus. Ouais, c'était pour Euh, moi celle-là, ouais. voilà, Ouais. partie real time. Et Mm. moi, j'aurais aimé qu'on explique voilà, à nos éditeurs, c'est quoi le real time intelligence dans Fabric, à quoi ça sert. On sait que les usages de temps réel, très souvent, c'est un peu utopique chez les clients. Et d'ailleurs, Mhm. on l'utilise très souvent à tort. Hein. Je veux du temps réel pour mes rapports Power BI, alors que le temps réel, Mhm. c'est une notion à part même du reporting, typiquement. Mm. Et je pense que ce serait intéressant de réintroduire ce que c'est le real time, ta vision que tu en as, Frédéric, sur le sujet. Ouais. Alors, il y a juste déjà deux choses, tu vois. Il y a le temps réel en tant que workload, moteur dans Fabric, on va expliquer un peu ce que c'est, etc. Et il y a le temps réel dans Power BI qui, pour moi, est plutôt aujourd'hui porté par DirectLake, qui va te permettre justement enfin, une fraîcheur des données, on peut l'appeler comme ça, quasiment immédiate Mhm. quand la donnée est à jour dans la source et tu l'auras dans le rapport. Et ça, je trouve que ça tue un peu le débat sur le temps réel maintenant, Power BI, parce que ce nouveau mode va nous permettre d'avoir cette fraîcheur de données
immédiate quand la source est à jour. Je pense que Romain reviendra un petit peu tout à l'heure sur les modèles sémantiques et Direct Lake, mais voilà, je voulais juste mettre tu vois, ce côté Power BI un peu à côté. Si on fait le focus sur la partie temps réel dans Fabric, très clairement, ça prend la forme de deux choses, un event stream, d'accord, et ce qu'on appelle des activators pour réagir sur des événements. Ton event stream, c'est peu ou prou ce qui se passe dans le monde du temps réel aujourd'hui sur un moteur de complex event processing, où tu vas aller vouloir choper des informations en entrée, peu importe d'où viennent les informations, d'accord. Ça peut être des événements, ça peut être des fichiers, ça peut être des choses comme ça. On a maintenant des connecteurs avec des partenaires comme Confluent ou autres qui vont nous permettre sur lesquels on va se connecter, qui vont nous envoyer des événements. Nous, on va capturer ces événements. Et derrière, tu as deux façons de faire. Ou tu vois ton event stream comme un routage d'événements. C'est-à-dire, tu vas prendre ton événement, peu importe s'il est, comme tu dis, en temps réel, le temps réel étant la discrétion du client, 1 minute peut être du temps réel, 1 seconde ou 1 milliseconde peut être du temps réel, ça dépend de ton client et de ton use case au final. Mais tu vas aller choper cet événement, ou tu considères ton event stream comme du routage et tu vas le router sur ton data lake, tu vas le router dans ta base time series, etc. Donc là, très clairement, tu fais du routage et ça te permet de, en flux continu, router tes événements. Okay, ou tu peux le passer à un autre stream d'ailleurs derrière. Ou le deuxième, c'est ce que l'on appelait à l'époque du complex event processing. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'event processing, voilà, où tu vas commencer à faire des transformations, des calculs, des analyses directement sur tes événements, okay, avant de router la sortie. Par exemple, si tu as 2 flux en entrée, chaque flux a sa temporalité de réception d'événements. Tu peux avoir un événement par seconde sur un premier flux, un événement par minute sur le deuxième flux. Ton moteur d'event processing va te permettre sur ce qu'on appelle des fenêtres temporelles de faire des calculs entre ces événements, de faire des requêtes entre ces flux. Je sais pas, calculer la somme des flux des événements du premier flux, pondéré ou divisé par le même nombre d'événements que tu as reçus dans le deuxième flux. Et ça, tu peux le faire dans ta fenêtre d'event processing. Et du coup, à la fin, tu vas pouvoir router ton événement source quelque part pour garder une traçabilité des événements, par exemple dans le Lakehouse, et router l'agrégat que tu en as fait, tu vois, dans une autre base. Donc ça, c'est vraiment le cœur du moteur de temps réel de Microsoft Fabric. Donc très clairement, on se rapproche de ce que c'est faire aujourd'hui du Spark Streaming, ce que c'est faire aujourd'hui du Storm ou ce genre de choses. Ce que l'on faisait à l'époque avec SQL Server en on-premise avec Stream Insight ou dans le cloud avec Azure Stream Analytics. Voilà, tu vois, c'est des choses qui ont été packagées au format SaaS dans Fabric. Et la deuxième chose, c'est ton activator. C'est à un moment donné, tu as routé des événements ou tu as créé des événements, mais tu veux réagir sur ces événements. Donc tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle des activators dans tes workspaces et te dire, voilà, par exemple, cet activator, je le crée dans mon workspace, je vais me connecter à mon event stream, d'accord, et je vais réagir sur ce type d'événement. Si ce type d'événement a un attribut, je ne sais pas, clôturé, peu importe, et moi je veux déclencher quelque chose dans mon workspace, par exemple déclencher l'exécution d'un notebook, faire quelque chose dans mon workspace qui répond à cet événement. On peut même aller utiliser, je crois, du Power Automate, Power Apps, etc. Enfin, Power Automate surtout, je crois aussi, non. Donc, on pourrait même Ok, d'accord. En fait, t'as vraiment les deux parties. C'est la réaction à l'événement qui a été produit par l'autre côté. Donc voilà. Donc le temps réel, c'est ça dans Fabric. C'est ces deux ensembles, l'ensemble activateur qui va te permettre de réagir à un événement et l'ensemble event stream qui va te permettre de manipuler les événements. Et c'est vraiment les deux grandes notions qu'il faut comprendre. Après, et c'est là où on descend assez en détail sur le livre, c'est quand tu es dans ton event stream, comment tu gères tes événements. Et tu as différents types de fenêtres temporelles qui, par exemple, tu as une fenêtre temporelle qui se répète toutes les n secondes. Donc toutes les 10 secondes, tu fais un agrégat, par exemple, ou tu fais une somme, ou tu fais, je sais pas, si tu reçois des données de vente, tu te dis, tiens, dans mon event stream, toutes les heures, donc je vais me faire une fenêtre d'1 heure, et je vais prendre le cumul des ventes toutes les heures. Et je vais stocker directement le résultat. Tu vois. Et du coup, derrière, tu auras la vente
à l'événement, mais tu auras aussi un agrégat toutes les heures qui va te permettre de dessiner un dashboard, tu vois, à temps réel de l'autre côté. Ok. Donc c'est vraiment les deux grandes parties à retenir dans le temps réel de la fabrique, ce qui te permet de couvrir en fait énormément de use cases chez nos clients. Des use cases qui sont très liés à l'industrie 4.0, 5.0, je sais plus à combien on en est, tu vois, la Ouais. remontée d'événements. L'industrie où on réagit juste à des envois de fichiers. Par exemple, si tu as un Confluent en amont qui, lui, te gère un lien avec ton ERP et autres, peut t'envoyer les événements et peut t'envoyer les transactions, tu vois. Là, c'est Mhm. quelque chose d'assez simple pour le recueillir. Et on a un autre cas d'usage qui est assez répandu, c'est tout ce qui est monitoring. Tu vois. À partir du moment où tu as des logs, où tu as des choses qui ont été déversées, on se sert beaucoup de l'event stream et de l'activator pour réagir, tu vois, sur des événements liés au monitoring. Voilà, Ok. c'est un peu les C'est les d'ailleurs, cas d'étude. je sais pas si je me trompe, mais le Fabric App Monitoring, il n'est pas basé sur l'Event Stream ou une partie pour suivre en temps réel la consommation de TCU, etc. Comment ils le font en back-end, Ouais, honnêtement, je peux pas dire que c'est ok, que basé là-dessus, tu vois. d'accord. C'est assez. En général, tu sais, les choses que l'on fait derrière Fabric, tout comme les choses que l'on fait par exemple derrière les copilotes, etc. C'est pas baqué sur une seule techno. C'est Mhm. un ensemble de choses. Tu vois, donc je saurais pas dire s'il y a juste. Je sais qu'on l'utilise, l'EventStream. Je sais qu'on utilise aussi beaucoup d'Azure Functions Ok. derrière cette gestion d'événements. Je sais qu'on utilise aussi, bah, et vous le voyez, quand on crée un endpoint de sortie sur un event stream, bah, on utilise beaucoup Azure Event Hub, Mhm. tu vois, très clairement. Donc c'est une encapsulation de beaucoup de services Azure qui est utilisé derrière. Ok, très clair. Alexandre, t'as une question, peut-être? Est-ce qu'on passe du coup à la partie 3 alors? On peut, Allez, parce que c'était La hyper question. complet. Je crois que c'est pour d'accord, Romain cette fois-ci. parti. J'ai l'impression que toutes les questions ont été Romain, c'est répondues à sur toi. cette partie. Alors du coup, on va parler un peu Lakehouse du coup. La première question, c'est qu'effectivement, Microsoft Fabric met en avant pas mal l'approche Lakehouse. Et donc en gros, aujourd'hui, concrètement, quels sont les bénéfices par rapport à un data warehouse classique? Et je sais pas si on n'a pas perdu Romain entre-temps. Ah, Ah mince, ah oui, Ouais. Je sais pas si on n'a pas perdu Romain entre-temps. C'est les joies du du live. direct. Ouais, on l'a perdu. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que le temps qu'il se reconnecte, c'est Frédéric. Je ouais. présume que toi, t'avais un autre chapitre t'avais pas que le real time, je présume, dans la partie Ouais, du ouais, bah livre. moi j'avais aussi là, mais après, tu vois, sur le Lakehouse et le Warehouse, je suis pas certain qu'on puisse dire qu'il y a des avantages ou des inconvénients. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Et je dirais que maintenant, c'est même N choses différentes parce qu'on a le time series, le lakehouse, le warehouse, on a le database maintenant, tu Mhm. vois, transactionnel. On a plein de choses qui arrivent comme ça. Euh, on a eu la volonté avec Fabric, c'est de mettre Spark au centre, tu vois, de la plateforme. Et c'est pour ça que tout ce que vous faites dans la plateforme aujourd'hui a une ramification avec Spark et donc a une ramification avec ce fameux format Parquet Mhm. Delta. Et ça, c'est un point important que tout le monde doit comprendre. C'est tout ce que vous allez faire dans la plateforme, que ce soit lié au warehouse, SQL Database, au time series ou autre, vous allez avoir un miroir de ça sur Spark en parquet Delta dans votre Lakehouse. Vous pouvez en hériter dans le Lakehouse. Donc ça, c'est super fort. Euh, je dirais que l'avantage premier du Lakehouse aujourd'hui dans Fabric, c'est que c'est lui qui permet les shortcuts. Mhm. D'accord. C'est lui qui permet vraiment cette fonction de hub que l'on veut mettre en avant dans Fabric. Ces shortcuts ne sont disponibles aujourd'hui que sur le Lakehouse. Si vous avez une base de données time series, une base de données SQL database, un warehouse, dans le Lakehouse, vous allez pouvoir faire des shortcuts, donc dont des liens logiques sur toutes les tables qui ont été créées dans n'importe quel moteur. Mhm. Et donc c'est lui vraiment qui joue ce hub, tu vois, pour pouvoir aller après croiser les données dans des modèles sémantiques au-dessus. Et donc ça, je dirais que c'est sa force première et c'est ce qui fait que le Lakehouse est quelque chose qui est présent dans tous les patterns d'architecture. Tout du moins dans la première zone, comme on dit, la zone médaillon, la première zone bronze, en général, c'est toujours un Lakehouse. Justement pour pouvoir avoir cette notion de shortcut. Donc je dirais, tu vois,
la principale raison vers laquelle on va toujours vers Lakehouse, c'est cette notion de shortcut qui va nous faciliter de toute façon à un moment donné la vie dans le cycle de vie que tu as donné dans ta chaîne de data, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Oui, j'ai vu que dernièrement, ils avaient aussi introduit le Lakehouse avec schéma aussi, la gestion Ouais, des tout à schémas. fait. En fait, on croise un peu les choses, c'est-à-dire qu'on a ramené le schéma dans le Lakehouse et on ramène les notebooks dans le warehouse. Tu vois. Ouais, Donc c'est un peu c'est fou. Ouais. c'est un Dans le peu du croisement. croisé. Alors on n'aura pas un seul et unique Lake Warehouse, tu vois. Non, ça se fera pas. Les moteurs sont différents derrière. On a un moteur Apache Spark sur le Lakehouse qui est customisé en termes de perf pour Microsoft. Pas de propriété intellectuelle, attention, juste customisé. Et de l'autre côté, on a le Warehouse qui est le moteur Polaris, d'accord, le moteur qu'on connaît bien, qu'on utilise depuis pas mal d'années pour faire du massivement parallèle. C'est lui qui a été retravaillé pour être derrière. Donc ça reste vraiment deux moteurs complètement différents. D'ailleurs, je crois que c'est ce mois-ci que on a sorti le connecteur Spark pour le Warehouse. Donc tu vois, on croise vraiment Ok. les choses. Ouais, Ouais. ok. Et en plus, aujourd'hui, quand tu crées un lakehouse, par défaut, ça te crée un data warehouse et un modèle sémantique associé. Alors, quand tu crées un Lakehouse, ça te crée un SQL endpoint en lecture, d'accord? Ce n'est pas un warehouse, c'est un Ok. SQL endpoint en lecture associé justement à ton Lakehouse. Et ça te crée un modèle sémantique par défaut. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ton direct lake passe par le SQL endpoint. Toujours aujourd'hui. En fait, les Ok. métadonnées, pour aller lire tes métadonnées, on passe par le SQL endpoint. Après, les datas, c'est autre chose. Voilà. Mais il est possible que les choses changent dans les mois qui viennent pour des choses un peu plus natives encore. Et ces notions risquent potentiellement de changer. Okay. Voilà. Pourquoi c'est Ok. pour améliorer peut-être le direct lake ou c'est pour l'expérience lakehouse si tu peux en parler. C'est pas pour améliorer Direct Lake parce que voilà, Direct Lake est ce qu'il est et on lit déjà les tables delta avec le Direct Lake. C'est peut-être aussi pour réduire la zone d'exposition, peut-être avoir moins de endpoints publics ou ce genre de choses, tu vois. C'est des choix qui seront faits, qui seront pas imposés, mais il y a des choses qui arrivent. Ouais. Il y a des choses qui arrivent. Ok, top, super Ok. intéressant. Et en plus du Lakehouse, enfin alors du coup Lakehouse c'est plutôt côté romain, mais toi sur les autres chapitres que tu as pu traiter, Frédéric, tu as pu traiter quoi comme chapitre sur le livre typiquement? Alors moi j'ai traité, tu vois par exemple l'IA, toute Ok, l'IA. Donc il y a donc un énorme chapitre sur l'IA c'est dans le livre. via, on va dire, donc Copilot embarqué, embedded, ou c'est Alors, la plateforme dans un contexte IA? alors je dirais, c'est tous les pivots que tu peux avoir sur l'IA. C'est-à-dire, le premier, on n'appelle pas ça de l'IA, mais tout ce qui est machine learning et deep learning, c'est traité dans le livre. D'accord. Mhm. On explique comment faire du ML et du deep learning dans le livre. Potentiellement pas avec du Azure Machine Learning, mais avec des frameworks complètement open source dans la plateforme Fabric. Et de l'autre côté, tu as l'autre volet qui est tout ce qui est l'IA générative, mais encore une fois avec ces deux sous-parties. Une sous-partie qui est l'IA générative avec des modèles LLM directement dans la plateforme Fabric, dans ta capacité Fabric, parce que ça peu le savent aujourd'hui, mais grâce à la librairie Synapse ML, on a des modèles LLM directement disponibles dans la capacité Fabric. Si tu veux faire de la vectorisation, tu as tout ce qu'il faut dans la capacité Fabric, donc ça c'est plutôt top. Et on a la deuxième partie qui est des appels de modèles LLM externes, d'accord, à la plateforme Fabric, par exemple, qu'on provisionne avec AI Foundry et avec lesquels on va aller discuter pour ramener les résultats dans la plateforme. Donc vraiment, tu traites l'IA de bout en bout. La partie copilote, on a fait le choix dans le livre de la traiter au fil du livre. Ok. C'est-à-dire que chaque chapitre va traiter de son expérience de copilote. Parce que le copilote étant, tu vois, c'est un peu comme dans 365, dans 365, tu as un copilote pour Word, Excel, Teams, tu vois, chacun a son copilote. En fait, dans Fabric, chaque expérience a son copilote. Donc ça aurait été un peu bête de le traiter que dans le chapitre IA. Mhm. Par exemple, dans la partie temps réel, je traite le copilote avec les bases de données time series. Tu vois. Romain, pareil, dans son modèle sémantique, va traiter la partie liée
à Power BI directement. Mhm. Donc tu vois, le copilote, c'est quelque chose qu'on a gardé en tâche de fond sur tout le livre. Ok. Ouais. Ce qui en soi, je pense, je sais pas si t'en penses Alexandre, mais bon, c'est tout à fait logique. Puis moi, j'aime bien dire que Fabric, c'est une plateforme qui est augmentée par l'IA, grâce à Copilot qui est présent dans toutes ces expériences-là et dans tous les workloads, et Mm. aussi augmentée pour l'IA. Moi, on le Ouais, répète à chaque fois, hein, c'est mais un projet IA s'appuie toujours sur une plateforme data, ou du moins sur des données oui, qui sont propres et fiables. Donc, ouais, tu as raison, et on va encore aller plus loin. Euh, c'est que maintenant, on a de l'IA. Tu vois, en fait, tu as différents personas dans Fabric quand tu arrives dans Fabric, où tu es un architecte, où tu es un développeur, data mhm. engineer, data analyst, ou juste un business user à la fin. Et oui, en effet, pour ton business user, ton copilote, par exemple, Power BI, pour interroger les données, c'est top. Tu vois, Mhm. et on a eu aussi le sneak peek directement dans Fabric. Tu as un copilote maintenant global Oui, qui va aller, le fameux. le fameux Ouais. copilote global qui va aller taper n'importe où. Mais on est encore en train d'aller plus loin, et d'ailleurs on l'a annoncé ce mois-ci, février, blog post de février, là, on a intégré les AI functions. Tu Mhm. vois, avant tu avais les modèles LLM, maintenant on a les AI functions. Par exemple, ton data analyst ou ton data engineer ou ton data scientist, il est en train de faire son notebook, d'accord? Il est en train de manipuler un dataset dans son notebook, et à un moment donné, il veut aller catégoriser des champs du dataset, par exemple des commentaires ou ce genre de choses, dans des catégories. Mhm. On a sorti des AI functions maintenant. Je crois qu'il y a une dizaine d'AI functions où on va juste appeler les AI functions, entre parenthèses, lui mettre le champ du dataset, derrière lui mettre les catégories dans lesquelles il va catégoriser, et il va aller les catégoriser. Tu vois. Ok, donc Pareil, là, par on exemple, a. ça serait par exemple de l'analyse de sentiments un peu plus Alors, automatisée, se dire, alors tu ok, vois, t'as la catégorisation, on a l'analyse de sentiment. Tu mhm, vois, tu pourras lui dire, bah, tu me fais un sentiment et tu ouvres la parenthèse, tu mets le champ, tu fermes la parenthèse et il va derrière te donner le sentiment et tout. mhm. Tu peux faire un résumé, tu peux faire une traduction. C'est ce qu'on appelle les AI functions et c'est sorti là en février. C'est backé par du LLM, donc c'est des Ok, modèles LLM. Je te dis pas que c'est un modèle LLM, tu vois, mhm. comme tout à l'heure, ça va être une batterie de modèles LLM que tu as derrière, mais ça t'évite d'aller provisionner ton propre modèle LLM à l'extérieur pour faire exactement la même chose. Mhm. Et donc Complètement. maintenant, c'est intégré aussi dans Mhm. Fab. Oui, puis On est, rien ne on garantit commence en amont. que ton LLM il est aussi meilleur, performant, etc. Puis là, je présume que c'est sur des LLM qui sont éprouvés, testés. Donc voilà, on a cette garantie-là Ouais, aussi d'avoir un truc qui fonctionne, et en normalement. général, maintenant, l'approche, c'est bah, tu sais, la nouvelle approche agence, c'est-à-dire la verticalisation de tes agents avec des LLM ou des SLM plus petits, mais spécialisés, tu vois, tu es en train de les spécialiser. Donc, nul doute que derrière ces AI functions, on n'a pas un seul LLM, mais on a plusieurs LLM fine-tunés et spécialisés que l'on a verticalisés pour faire des choses, la traduction, la catégorisation, tu vois, etc., quoi. Ok. Mais du coup, ça, Ok. encore une fois, ça enrichit l'expérience du développeur, du data engineer, et ça l'accélère sur des choses pas à forte valeur. Tu vois, faire des résumés, des catégorisations, tout ça, autant qu'il passe son temps à faire autre chose plutôt qu'à développer du code pour faire une catégorisation, quoi. Hmm, Voilà. Top. clairement. Est-ce qu'on passe à la sécurité du coup, gouvernance? Parce que Ouais. Romain, Ouais, je suis pas sûr qu'il. non, tant pis, dommage pour Romain, mais tu sais quoi, ce sera une excuse pour refaire un épisode avec lui pour qu'il puisse se rattraper. Voilà. Bah ouais, je sais pas où il Ouais, est. il a eu une petite coupure internet apparemment, donc bon, Ah bah c'est des choses qui tu vois, en arrivaient. Bretagne, eh ben, on pourra lui C'est dire, tiens, en Bretagne, il y a du soleil, mais quand il y a du soleil, c'est il n'y a ça. plus d'internet. C'est exactement ça. Les infrastructures réseau Euh, n'arrivent pas à assurer trop de chaleur, je pense. Au-dessus de 15 degrés, c'est ça. ça coupe. Bah oui, voilà, tu Voilà, vois, c'est il est ça. pas habitué. Ouais. Il est pas habitué. On va se mettre à dos toute la communauté bretonne sur le podcast. Je pense, ouais. Exactement. C'est pas grave. Ben oui, Alexandre, Aïe, aïe. on peut terminer sur la partie sécurité pour clôturer cet Bien épisode. sûr. Ouais, alors c'est vrai que du coup, bah, comme maintenant on parle beaucoup du cloud, de ces plateformes data, Mhm. moi je me posais la question, quels sont en fait les risques majeurs aujourd'hui que les entreprises doivent anticiper avec ces plateformes-là? En fait, tu vois, je parlerai pas de risque en tant que tel, mais je parlerai plus de comment ils doivent se restructurer autour de la data.
Tu vois, on parle beaucoup que les boîtes, enfin, on a beaucoup de clients et on parle beaucoup de ça, tu sais, les boîtes qui deviennent data-centriques, tu sais, ils mettent la donnée au centre de leur business. C'était un peu bullshit, hein, ce genre de choses, il y a quelques années, parce que honnêtement, on n'arrivait pas trop à faire ce genre de choses. Mais avec des plateformes comme Fabric, ça prend maintenant tout son sens. Parce que si tu mets la donnée au milieu de Fabric, en fait, tu peux en faire à peu près n'importe quoi dans Fabric et la partager avec à peu près n'importe qui. N'importe qui en termes de personnes qui collaborent sur des workspaces, tu vois, ou des groupes de travail, mais aussi n'importe qui en termes de personnes dans différents pays. Parce que si tu es un groupe de travail avec une capacité Fabric en France et que tu as un gars qui est sur un groupe de travail au Japon, toi tu le sais pas, tu vois, en tant que voilà, et tu peux lui partager une table ou un fichier et ta donnée elle est partagée au Japon ou elle est partagée en France, tu vois. Donc je pense que c'est pas un risque, mais ça remet le sujet de gouvernance au centre de tout. D'accord. Là où avant on avait des centres de services BI très présents dans les entreprises et toutes les entreprises avaient son centre de services BI, on parle de Power BI, mais plein d'autres outils, tu vois. Aujourd'hui, toutes sont en train de se restructurer pour avoir un centre de services de gouvernance, avec une sous-partie liée à la BI et à la data, mais un centre de services de gouvernance. Pourquoi? Parce que c'est pas du risque en tant que tel, mais c'est se protéger contre tout ce qui est exfiltration de données, tu vois, tout ce qui est manipulation de données sensibles, parce que la personne est en train de manipuler des datasets dans lesquels il y a des données que potentiellement il ne devrait pas manipuler, tu vois. Tout ce qui est compliance, tu vois, on n'a jamais autant parlé, tu vois. Non, je dirais qu'on n'a jamais aussi peu parlé aujourd'hui de RGPD et GDPR, tu vois. Alors qu'on en parlait plus il y a quelques années, mais aujourd'hui, la facilité de manipulation des données fait que ça revient au centre des considérations. Et du coup, c'est pour ça que Microsoft a mergé un petit peu tout ce qu'on avait sur Purview, qui était hérité de 365, quand même beaucoup de choses dans la plateforme Purview, la protection des endpoints, la protection contre l'exfiltration de données, tous les services de compliance, tu vois, tout ça est arrivé dans Purview. Et en plus, tout ce côté Azure Data Catalog, qui maintenant est dans Purview aussi, tu vois. Et on a remis tout ça, avec un lien natif avec Fabric. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que pour mitiger le risque, comme tu disais sur les risques, pour mitiger le risque et limiter le risque, rien ne vaut un centre de gouvernance fiable, tu vois, avec des outils fiables dans l'entreprise. Et je dirais que c'est plutôt ça maintenant qui est revenu un peu au centre des stratégies, tu vois, de sécurité. Bien évidemment, on a toujours ce côté entre ID avec telle personne peut se connecter, pas se connecter. Mais ça, je dirais, c'est de la sécurité by design. Complètement. Elle est plus connue, tu vois, que par exemple, ça c'est by design. Par contre, te dire aujourd'hui, tu prends un modèle sémantique ou tu prends un Lycos et t'appliques des labels dessus, un sensitivity label pour dire que c'est ultra confidentiel, c'est pas des choses qui sont natives dans le tout un chacun, l'utilisation de, tu vois, des plateformes de data. Et pourtant, c'est quelque chose maintenant qui prend de l'ampleur et qui va être de plus en plus mis en avant. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce prisme-là, donc ouais, très bon point de vue. Et c'est pour ça que d'ailleurs on transforme aussi notre notion de sécurité. Là où avant, là où aujourd'hui c'est toujours le cas, la sécurité est portée en général par le moteur qui accède à la donnée. Donc tu vois, on voit bien du RLS sur Power BI, du RLS sur le warehouse, tu sécurises ton warehouse, etc. Et on est en train de travailler sur le modèle de Universal Security, tu vois, pour que cette sécurité ne soit plus non plus portée par le moteur, mais par la table. Et que tous les moteurs qui accèdent à cette table héritent de cette sécurité. Donc voilà, donc ça c'est l'orientation que l'on a. On commence à avoir des choses sur les tables du Lycos, il y a des choses en preview, il y a des choses qui sont arrivées. On a pour 2025 cette volonté de mettre ça vraiment à disposition, en allant même jusqu'à du RLS sur la table. Tu iras sécuriser la table et du RLS, et après tous tes moteurs au-dessus hériteront de ce RLS. Tu vois, ça c'est le Graal au final. C'est vraiment le Graal. Voilà. Oui, parce qu'en plus en termes de perf, c'est encore mieux. Donc c'est. Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Top, C'est sûr. trop bien. Bon, Ok. je conclue du coup, Alexandre. Je crois Vas-y, je t'en prie. que le temps file. Et bon, on n'a pas réussi à récupérer Romain entre temps, mais Frédéric, merci beaucoup. Merci aussi à Romain. Pas de souci, pas de C'était souci. super sympa. Merci. L'épisode aurait pu durer, je pense, 2 heures, tellement que les sujets sont Je pense qu'on intéressants va et en vastes. refaire un. Je suis Ouais. d'accord. Ouais. Ce sera l'occasion d'en refaire un, voilà, avec Romain cette fois-ci, avec Avec une bonne plaisir. connexion en Bretagne. Vraiment, merci beaucoup. Peut-être, Fred, le livre, on peut se le procurer un peu de partout, je présume. Alors, ouais, le livre est disponible partout. Vous avez un lien qui est assez sympa qui s'appelle fabricbook.fr que l'on a mis en avant. Vous aurez tous les grands libraires, voilà, je vais dire ça comme ça, tous les grands Ok. libraires sur lesquels vous pouvez l'acheter. Euh, c'est bien aussi de l'acheter directement sur les éditions ENI. Vous avez le lien. Je trouve ça sympa aussi de faire vivre le truc. Et surtout, vous avez une newsletter LinkedIn sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir toutes les nouveautés. On publie pas souvent, mais on publie des nouveautés par rapport au livre sur cette newsletter. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et sinon, fabricbook.fr. Voilà, Ok, super. Bon, on mettra le lien Super. en description et dans tous les posts ça marche. de communication. Merci. Top. Ben, on est tout bon. Alexandre, merci beaucoup. Merci à Frédéric, merci à Bah, Romain merci à et vous. merci à C'était toi top en Enzo. tout cas. Ouais, Yes, c'était merci sympa. beaucoup. Et ben, écoute, à très vite, Cédric et Alexandre. On se dit au prochain épisode. Yes, à Merci bientôt, beaucoup. bonne journée, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.